Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ces débats de l'été de 10h à 13h. Nous sommes ensemble avec 3 temps forts. Nous allons traiter de 2 sujets dans un instant avec les grands débats de l'été. Ce sont des débats, vous allez les voir, qui sont liés à l'actualité bien sûr. Et puis nos 4 débatteurs. Alors les débatteurs habituels de Valérie Expert, qui sont des signatures, qui ont des sensibilités, qui sont des élus parfois bien sûr et qui viennent débattre de grands sujets ce matin. Nous traiterons bien entendu de l'ange déchu des pauvres, pour reprendre cette formule, l'abbé Pierre avec cette annonce terrifiante en effet au sein de la communauté Emmaüs. Nous en parlerons avec eux. Et puis les rapports de force à l'Assemblée nationale, ce sera peut-être aujourd'hui le début de l'heure de vérité, avec la rue aussi qui s'invite, puisqu'il y a une manif LFI CGT notamment à la République qui veulent faire pression sur les élus. Pression pourquoi? On en parlera sans doute. Et puis les décrets de la loi immigration du ministre Darmanin, du ministre de l'Intérieur, ont été publié. Et puis à midi, de midi à 13h, le 3e rendez-vous de ce 10-13 des grands débats de l'été, eh bien ce sont les Jeux dans tous leurs états, les Jeux Olympiques, les JO, avec Joseph Ruiz qui prépare cette émission. Beaucoup d'actualités encore aujourd'hui sur les Jeux Olympiques. D'abord parce que c'est une information pas exclusivement Sud Radio, mais enfin Sud Radio va s'y intéresser, vous allez voir, avec un de ceux qui est responsable de cette ouverture du village olympique. C'est aujourd'hui l'ouverture du village olympique. 14 000, vous entendez bien, athlètes vont venir vivre en partie, pas tous, mais beaucoup dans ce village olympique, leurs familles bien sûr. On en parlera avec le président du département des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, bien entendu, c'est à côté. Et puis c'est l'entrée en vigueur des zones de sécurité renforcées avec les QR codes. On va essayer de voir comment ça fonctionne. Et on parlera aussi dopage des athlètes. Donc nos grands débats de l'été, les débatteurs et les JO dans tous leurs états. Rendez-vous maintenant de 10h à 13h avec vous. Restez avec nous. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Alors c'est l'heure de vérité à l'Assemblée nationale, je vous le disais. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Alors voilà, vous êtes dans une zone olympique là, j'entends. Un peu en effet. Alors vous êtes un grand spécialiste du droit public et de notre Constitution. Vous êtes maître de conférence en droit public à Paris 2 Panthéon-Sorbonne, docteur en sciences politiques, normalien, et vous avez publié Le Parlement, temple de la République. Autant vous dire que évidemment, si on vous a demandé ce matin de venir répondre à nos questions, c'est parce qu'on s'intéresse déjà à la façon dont les choses vont se dérouler aujourd'hui à l'Assemblée. D'abord, on ne cesse de dire que c'est là que les choses vont se décider, mais pourquoi? Pourquoi c'est à cet endroit, dans le Parlement, l'Assemblée nationale, une des 2 chambres du Parlement français, du Congrès, que les choses vont se faire? Pourquoi est-ce que les rapports de force vont se mettre au clair aujourd'hui? Alors, il faut bien comprendre que, et même si on l'a un petit peu oublié, la France est un vrai régime parlementaire. En d'autres termes, eh bien, celui qui contrôle une majorité au Parlement, contrôle le pouvoir. Et si votre gouvernement n'a pas de majorité au Parlement, eh bien, au bout de 48 heures, tant pour voter une motion de censure, il tombe. Dans ce cadre-là, vous pouvez avoir un président qui peut dire ce qu'il veut, qui peut vouloir ce qu'il souhaite, mais fondamentalement, s'il n'a pas de majorité absolue, eh bien, il n'a qu'un pouvoir qui est relativement résiduel. Donc aujourd'hui, on va avoir une forme d'objectivité de ces rapports de force. Faut pas non plus trop en attendre, pour revenir sur ce que vous avez dit. Oui. C'est-à-dire que, admettons qu'on a un président qui soit élu, et aujourd'hui en effet c'est l'élection du président de l'Assemblée. Voilà, qu'il soit élu au 3e tour, autrement dit avec une majorité relative. Admettons qu'André Chassaigne reçoive 190 voix, c'est le candidat du Front Populaire. C'est le candidat communiste du Front Populaire, oui. C'est ça. Et que, je sais pas, il y a le Braun-Pivet soit soutenu par LR avec le soutien de la majorité, de l'ancienne majorité présidentielle, et obtiennent 210 voix, ça fait quand même pas la majorité absolue. Pour l'un comme pour l'autre, ça fait quand même pas 289. Et donc ça lui permet d'être élu, mais ça permettrait pas demain à un gouvernement de tenir. Oui, mais donc ce qui va se constituer formellement aujourd'hui, ce sont les groupes politiques, les groupes parlementaires. Alors, ce sont les groupes parlementaires, en effet. Et on va avoir un nombre de groupes parlementaires extrêmement important. On parle de 14. Ce qui, et du coup, on y verra plus clair. On verra enfin qui peut prétendre à se constituer d'abord comme groupe parlementaire, mais ensuite qui est avec qui et qui peut discuter avec qui, du coup, formellement, officiellement.
On verra en tout cas quelle est la carte de l'Assemblée, mais cette carte de l'Assemblée, elle ne changera pas une configuration, qui est une configuration en 3 grands blocs, Nouveau Front Populaire, ancienne majorité présidentielle, potentiellement soutenue par LR, et Rassemblement National, plus Éric Ciotti. Le problème, c'est qu'aucun de ces blocs n'a de majorité absolue. Oui. Et que donc, à partir de là, si ces blocs restent étanches les uns aux autres, eh bien actuellement, la possibilité de faire tenir un gouvernement demain est très compromise. Bon, mais alors ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas prendre dans l'élection de la future ou du futur président de l'Assemblée l'émergence d'une majorité absolue. Ce ne sera pas le signe de ça. Ce sera le signe qu'au 3e tour, par une majorité très relative, eh bien au moins il y aura quelqu'un pour organiser le travail à l'Assemblée nationale, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on attend d'un président de l'Assemblée nationale ? On attend qu'il serve d'abord de thermostat, de celui qui ressent le caractère bouillonnant ou pas de votre assemblée, et ensuite de soupape en potentiellement prenant le parti de l'opposition quand celle-ci a besoin d'être défendue contre une majorité qui a une grande partie du pouvoir. Là, vous comprenez bien qu'on va avoir une assemblée en pleine ébullition. D'abord parce que 14 groupes, on n'a jamais vu ça sous la Ve République, c'est beaucoup, c'est très nombreux. Ensuite parce qu'on a des groupes qui sont des groupes très polarisés, je pense au RN et la FI, qui ne rentrent que difficilement dans des combinaisons d'alliance, et que qui plus est, on ne voit pas de majorité parlementaire se dessiner. Donc le rôle du président, c'est pas tant d'être le révélateur d'une potentielle majorité pour demain, ça va d'abord être celui d'un conciliateur, quelqu'un qui est en capacité de discuter au moins de la gestion des travaux de l'Assemblée nationale pour mettre les choses à plat, et que malgré les divisions profondes aujourd'hui qui agitent cette Chambre, eh bien on puisse avancer sur un certain nombre de choses, ou au moins que ce ne soit pas trop entre guillemets bordélisé. Alors, avant de revenir, Benjamin Morel, je rappelle que vous êtes maître de conférence à Paris 2 et un grand spécialiste du droit public et de la Constitution. Avant de revenir sur les éventuelles capacités de coalition, à trouver une coalition ou non, revenons sur les candidats au perchoir aujourd'hui. Vous l'avez cité, André Chassaigne, communiste. Pourquoi est-ce qu'on dit de lui qu'il a une très bonne réputation, parce que d'abord ça fait plus de 20 ans qu'il est député, d'accord, mais il a une forte connaissance de l'Assemblée, mais surtout il a un comportement assez exemplaire. Je suis un peu jugé parti parce que j'ai grandi dans la circonscription d'André Chassaigne, donc il faut le savoir. Dans le Massif central. C'est ça, et c'est dans le Puy-de-Dôme. Et donc c'est un vieux parlementaire, c'est-à-dire qu'il connaît les arcades du Parlement. Je crois qu'il en a son 5e ou 6e mandat. Il a été président de groupe pendant très longtemps. Quand vous êtes président de groupe, vous siégez à ce qu'on appelle la conférence des présidents. Donc vous dialoguez avec les autres présidents avec de groupe. Vos adversaires. C'est ça. Et il a souvent été une voix à la fois de sagesse et de conciliation, à la fois au sein de la gauche, mais même au-delà de la gauche. C'est quelqu'un qui est respecté un peu sur tous les bancs et qui a pu prendre des positions parfois relativement modérées, y compris dans la gestion de la séance. Souvenez-vous de la réforme des retraites. Le groupe communiste était sur une ligne assez différente en termes sur le fond ou non, mais en revanche dans la façon d'agir que le groupe LFI quant à l'animation des débats. Oui, donc, pas d'éructation dans l'hémicycle, et il est respecté parce que réputé respectueux lui-même de ses adversaires. C'est ça. On a un comportement qui est très républicain, et on a un élu qui plus est un élu de la ruralité, qui connaît le terrain, etc. Et donc, ce faisant, on a en effet un choix qui est relativement consensuel. À la fin, ça reste une élection qui va être extrêmement politique, avec une assemblée qui, même si la gauche est arrivée en tête en termes de voix, penche quand même clairement beaucoup plus à droite, si on considère que Renaissance a plus aujourd'hui tendance à se rapprocher de la droite que de la gauche. Pour cette raison-là, pour nos fronts populaires, ce sera très compliqué. La question qui va se poser, c'est est-ce qu'on va avoir un 3e tour ? Est-ce qu'au 2e tour, où on élit le président à la majorité absolue, le RN, Sébastien Chenu, peut se retirer pour soutenir Yael Braun-Pivet, par défaut en quelque sorte. Voilà, ce qui s'est fait en 2022, ou est-ce qu'on a un 3e tour où tout le monde se compte et où ça va être bloc RN contre bloc majorité contre bloc Nouveau Front Populaire, auquel cas les chances d'André Chassaigne ne sont pas nulles. Oui, alors il y a Naïma Mouchou qui est soutenu par Horizon et qui était tout à l'heure sur l'antenne de Sud Radio. Il y a Philippe Juvin qui est l'ancien maire de la Garenne-Colombes, député, médecin, patron des urgences de l'hôpital Pompidou, qui est candidat pour LR, c'est un peu symbolique. Et puis Sébastien Chenu, donc pour le Rassemblement national, il avait déjà été dans la législature précédente vice-président au titre du Rassemblement national de l'Assemblée. Et puis il y a Yael Braun-Pivet qui aujourd'hui est favorite. Pourquoi favorite Yael Braun-Pivet de la majorité macroniste sortante? Alors elle est favorite parce que
Pour ce qui est de l'espace centre-droit, elle a le plus grand groupe derrière elle, étant donné que le deuxième groupe en termes de voix après le Rassemblement national, c'est le groupe Renaissance. Ouais. Et donc, ce faisant, elle peut compter au premier tour, être devant tous les candidats du centre droit. Philippe Juvin, qui est envoyé par LR, est plutôt Macron compatible. Hein. C'est un signe de l'avoir envoyé lui plutôt qu'Annie Genevard, qui avait toute la légitimité, elle avait été vice-présidente, etc. Mais sur une ligne plus indépendante. Les LR ont tranché plutôt pour lui, Philippe Juvin, que pour Madame Genevard. Oui. C'est ça. Et donc, dans ce cadre-là, on peut penser qu'au second tour, il y aura des désistements en faveur de Yael Braun-Pivet, peut-être de Philippe Juvin et de Naïma Moutchou. Mais ce serait impossible. Ce serait un comble que finalement, alors qu'il y a eu dissolution et puis il y a eu échec en partie du président de la République, ce soit une de ses candidats, sa candidate en quelque sorte, malgré tout, même si elle est très indépendante et elle dit son fait au président, elle était contre la dissolution, Yael Braun-Pivet. Ce serait quand même un comble si c'était elle qui à nouveau figurait au perchoir. Alors oui, c'est vrai. En même temps, elle s'est positionnée contre l'exclusion des organes de l'Assemblée, notamment le bureau, des RN et des LFI. Ce que pourtant veut imposer groupe Renaissance. Donc ça veut dire qu'on pourrait voir à nouveau un vice-président RN, par exemple, ou un vice-président LFI, car elle considère qu'on doit respecter les usages de responsabilité octroyés à la proportionnelle du nombre de députés dans l'Assemblée à chacun des groupes. Alors c'est plus que des usages. Le règlement il est écrit noir sur blanc dans le règlement que les postes au bureau sont répartis à la proportionnelle. Donc ça veut dire que si jamais on ne le faisait pas, ce qui est aujourd'hui la position campée et par le Nouveau Front Populaire contre le RN et par Ensemble, par Renaissance et le président de la République, l'AFI et le Rassemblement national, on contreviendrait à la lettre même du règlement. Souvenez-vous de ce que je disais tout à l'heure. Le rôle d'un président, c'est d'abord de calmer les tensions et de faire que l'Assemblée soit gérable, que ce soit pas le siège permanent. Et donc, ce faisant, il faut que vos oppositions ne se sentent pas trop lésées. Si l'AFI et le RN se sentent lésés, et ils auront raison de se sentir lésés, parce qu'encore une fois, on contreviendrait au règlement, ça risque d'être totalement ingérable. C'est pourquoi, malgré ce que vous avez pu évoquer, c'est-à-dire qu'en effet, il y a une continuité qui s'explique mal politiquement, le choix de Yael Braun-Pivet peut apparaître pour beaucoup comme une forme de choix d'apaisement. Dernière question, Benjamin Morel. Je rappelle qu'encore une fois que vous êtes un grand constitutionnaliste, enfin en tout cas un spécialiste du droit public et politologue. Benjamin Morel, vous nous avez fait comprendre clairement que le président ou la présidente qui va sortir des urnes internes de l'Assemblée nationale ne signifiera pas majorité absolue, en tout cas une majorité forte. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que si le Nouveau Front Populaire, qui n'a toujours pas de candidat commun à Matignon, pour pas être Premier ministre, faisant la démonstration du coup qu'il n'est pas uni et qu'il ne peut pas y avoir de majorité avec lui, qu'il ne peut pas gouverner, est-ce qu'il ne peut pas émaner dans les jours qui viennent finalement déjà les pistes d'une entente, d'une coalition entre le bloc central et puis une partie de la gauche et une partie et les LR? Alors, le problème, entre guillemets, de cette hypothèse, c'est qu'il faudrait que le Nouveau Front Populaire explose en vol. Or, malgré tout, aujourd'hui, chacun se tient par la barbichette au sein du NFP, et donc, ce faisant, celui qui trahira le premier apparaîtra aux yeux de l'électorat de gauche comme étant celui qui a trahi la victoire. Donc, aucun des membres du Front Populaire, aujourd'hui, ne peut rompre cette solidarité. La désignation d'André Chassaigne montre bien que, là-dessus, eh bien, il y a encore une volonté de s'entendre, de rester alliés, et que, cette situation-là conduira probablement à une décantation, mais probablement pas avant la fin de l'été. Oui, le Nouveau Front Populaire ne s'entend pas, il n'arrive pas à trouver un candidat commun, mais il tient par défaut, c'est ce que vous nous dites, en tout cas il tient, et tant qu'il n'a pas explosé, en effet, il ne peut pas y avoir de coalition avec une partie de la gauche dite de gouvernement. Merci infiniment pour tous ces éclairages, Benjamin Morel. Je rappelle que vous avez publié Le Parlement, Temple de la République, un magnifique ouvrage sur la réalité de l'histoire du Parlement depuis 1789. À nos jours, c'est au passé composé. Merci à vous, à bientôt sur Sud Radio, et on va parler maintenant de l'éventualité d'une situation de financement du terrorisme et notamment du Hamas par une association française. On en parle dans un instant. Merci, restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
À 10h30, vous le savez, nous retrouverons nos 4 débatteurs. Et puis à midi, les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz. Mais d'abord, le second sujet d'actualité, le deuxième débat de l'été, avec cette question qui est posée carrément par Bercy, le ministère des Finances, mais aussi par la DGSI, le ministère de l'Intérieur. Y a-t-il une association de loi 1901 française qui finance donc depuis le territoire français le Hamas et ses actions terroristes? Bonjour Claude Moniquet. Vous m'entendez ? Bonjour. Claude Moniquet, vous êtes président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Vous êtes un ancien agent de la DGSE, c'est-à-dire le contre-espionnage français. Et alors, les faits, c'est que depuis quelques jours, depuis le 5 juin exactement, et puis on a eu des éléments nouveaux hier, eh bien, l'association humanitaire a vu ses comptes gelés pour 6 mois, 36 millions d'euros saisis, des perquisitions, et tout ça en urgence. Bercy, je vous disais, la DGSE, l'Office de répression de la grande délinquance, mobilisé parce que on soupçonne cette association humanitaire, qui est en fait le faux-nez d'autres associations qui existaient déjà avant. Elle est suivie depuis des années. On la soupçonne de financer le Hamas. C'est quand même... comment est-ce que c'est possible? Expliquez-nous cette situation, Claude Moniquet. Oui, alors effectivement, c'est une affaire qui a rebondi il y a quelques jours. Mais c'est une enquête qui dure depuis près de 20 ans, puisqu'en fait, cette association qui s'appelle Humanitaire est l'héritière du comité de sauvegarde et de bienfaisance de la Palestine, ou des Palestiniens, qui avait été elle-même épinglée dès 2003 pour ses liens avec le terrorisme palestinien. Donc c'est une organisation qui est basée en France, qui a pour activité principale de collecter de l'argent au profit du Hamas. En tout cas, c'est ce que pense le contre-espionnage et Bercy. Et on ne sait pas très bien à quoi sert cet argent, parce qu'eux disent « Nous sommes une organisation humanitaire, une ONG, nous aidons les pauvres Palestiniens, les enfants, les femmes, les malades, etc. » Ce qui est possible. Cela étant, il y a de très fortes suspicions, étant donné la manière dont fonctionne le Hamas, qu'en fait cet argent, au lieu de servir à des buts humanitaires, aille servir à acheter des armes et à entretenir l'aile militaire du Hamas, qui en Europe est considérée comme une organisation terroriste. Oui, alors cette humanitaire association, qui est donc elle-même l'héritière de ce comité de bienfaisance en vue de la Palestine, on l'a dit, elle récuse d'ailleurs cette affirmation, on l'a dit, proche des frères musulmans, via l'ex-UOIF en France, les frères musulmans qui sont à l'origine de l'activité islamiste et de l'islam politique. Pourquoi ce lien, ce soupçon de lien avec les frères musulmans? Mais vous savez, dans un passé lointain, les jésuites disaient que la plus grande ruse du diable, c'était de dire qu'il n'existait pas. Et les frères musulmans, c'est un peu la même chose. Les frères musulmans passent leur temps à dire « nous n'existons pas, nous ne sommes pas ». Et les organisations qui sont liées aux frères musulmans disent toujours « ah mais nous, on n'a rien à voir avec les frères musulmans, nous sommes de paisibles croyants qui vivons notre foi comme nous l'entendons ». En fait, quand on voit les liens du comité, dès 2003, du comité de sauvegarde, et aujourd'hui d'humanitaire, avec effectivement l'UOIF et d'autres organisations, et avec le Hamas, qui sont toutes des organisations liées aux frères musulmans, et dans le cas du Hamas, c'est totalement incontestable. Le Hamas est une émanation pure et simple des frères musulmans égyptiens. Il est évident qu'il y a un lien, il est évident qu'on est en face d'une organisation politique, alors évidemment on peut répondre que les frères musulmans ne sont pas, eux, une organisation terroriste, ce qui est en partie vrai, mais c'est beaucoup plus compliqué, mais on va peut-être pas entrer dans les détails. Et n'est pas considéré comme, et n'est pas interdit en Europe. Mais le Hamas, je le répète, lui, il l'est, et donc un lien de financement avec le Hamas devrait suffire normalement à dissoudre cette association et à confisquer ses avoirs. Alors évidemment, j'ai oublié de le rappeler, mais on a tous présent à l'esprit que les choses se sont accélérées là factuellement avec les décisions d'enquête et de perquisition depuis évidemment novembre 2023, c'est-à-dire quelques jours après l'attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas en Israël. Mais pardon, là je fais l'objection parce que il faut bien la faire. Qu'une association, loi 1901, cherche à aider les populations civiles palestiniennes en soi, c'est compréhensible. Donc qu'est-ce qui fait qu'on pense que cet argent ne va pas, conformément à ce que dit l'association humanitaire, aider les médecins par exemple et l'humanitaire au sens large du terme, mais va
financer l'activité terroriste, c'est-à-dire les tunnels, les roquettes, l'armement du Hamas en Palestine, à Gaza. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Il est tout à fait légitime, effectivement, de travailler pour la sauvegarde de la population palestinienne et d'aider les malades, les blessés, etc., d'aider les enfants. Mais il existe en Palestine une organisation qui s'appelle le Croissant Rouge palestinien, qui est l'équivalent de la Croix-Rouge en France, et qui est une organisation qui centralise les aides internationales et l'aide humanitaire. Donc, si l'argent de humanitaire allait vers le Croissant Rouge palestinien, je pense que personne n'aurait rien à redire, mais parce que là on est en face effectivement d'une organisation qui est vraiment humanitaire. Mais malheureusement, cet argent semble aller vers le Hamas et vers le ministère de la Santé du Hamas, etc. Et là, on est dans un tout. Le Hamas ne peut pas, dans sa définition légale aujourd'hui en Europe, ne peut pas être découpé en tranches. On ne peut pas dire il y a un bon Hamas qui s'occupe de la santé. D'ailleurs, on voit très bien dans les hôpitaux à Gaza qui ne s'occupent pas de la santé, mais qui se servent des hôpitaux et des malades comme des boucliers humains. Et puis, il y a un mauvais Hamas qui serait l'organisation armée. Ouais. Le Hamas, dans sa totalité, est considéré comme une organisation terroriste, et donc si on l'aide, on tombe sous le coup de la loi. Dernière question, Claude Moniquet, ancien agent de la DGSE, cette association humanitaire, qu'est-ce que cherche à prouver avec les enquêtes qu'il mène en ce moment, les policiers de la DGSI, à son propos? Mais il y a deux choses. D'abord, je le répète, il y a le respect de la loi. Organisation interdite, Hamas, donc l'aider est un élément de complicité avec le terrorisme. C'est ça. En soi est déjà délictueux. Et puis, on a remarqué, enfin on n'a pas remarqué, il y a eu des opérations policières en novembre et en décembre dernier dans le nord de l'Europe, sur le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne, dans lesquelles, pour la première fois depuis toujours, on a démantelé une cellule terroriste opérationnelle du Hamas. Ça s'était jamais produit. Donc je pense qu'une des craintes qui est née après le 7 octobre, après le terrible pogrom du 7 octobre en Israël, c'est de voir effectivement des gens qui agissent sous couvert d'actions humanitaires, peut-être financer des actions terroristes, certainement en Israël, mais peut-être aussi en Europe, peut-être aussi en France. Oui, donc c'est là qu'il y a une inquiétude. C'est une anticipation au fond et une volonté de maintenir le bouclier de protection des populations Absolument. En France, ici dans l'Hexagone. Merci Claude Moniquet, vous êtes, je le rappelle, président du Centre européen pour le renseignement stratégique et la sécurité. Vous êtes un ancien agent du contre-espionnage français de la DGSE. Vous avez publié, à propos du 7 octobre 2023, comprendre le 7 octobre 2023 avec Genoveva Etienne, Claude Moniquet, donc aux éditions du Félin. Merci à vous et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de ce 10-13 des grands débats de l'été avec nos 4 débatteurs. À tout de suite, vous restez avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Permettez-moi de vous féliciter pour vos émissions. Je me délecte, je vous redécouvre et j'apprécie beaucoup. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et nous voilà dans la grande tradition de cette matinée des grands débats sur cette séquence. Mettez-vous d'accord avec Valérie Expert d'habitude, mais Valérie Expert est en vacances et j'ai l'honneur et le plaisir de la remplacer. On la salue, elle doit être dans le sud d'ailleurs. Sud Radio est avec elle. Voilà. Alors nos débatteurs ce matin, j'accueille Christelle Niasme. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle, vous êtes conseillère municipale LR de Villeneuve-Saint-Georges dans la banlieue parisienne. Sud du Val-de-Marne, tout à fait. Exactement. Florian Gérard Mercier, bonjour. Vous êtes, directeur des études du Millénaire. C'est un think tank gaulliste qui travaille à l'image de la France, la défense de l'image de la France. Geneviève Gotzinger. Bonjour. Bonjour Geneviève, vous êtes une ancienne journaliste, communicante aujourd'hui. Vous êtes notamment une grande spécialiste de l'Afrique et on le verra d'ailleurs dans votre coup de gueule tout à l'heure. Et notre ami Jean-Luc Benamias qui est avec nous, comme d'habitude. Bonjour Jean-Luc, en direct de Marseille. Vous êtes de la Drôme là. Ah, vous êtes dans la Drôme. Ah bah ça a changé, mais bon, vous êtes toujours dans le grand périmètre de Sud Radio, c'est le principal. En vacances dans la Drôme, du coup, il faut bien quitter la mer, c'est trop toute l'année, voir la Grande Bleue. C'est surfait la mer. C'est surfait la mer. Jean-Luc Benamias, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, la 3e chambre, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien élu écolo et aujourd'hui proche du nouveau Front populaire. Jean-Luc, on va commencer avec vous.
vous, puisque vous êtes là en ligne avec nous. On va parler politique, on y reviendra plus tard, parce que vous voulez pousser un coup de gueule contre vos propres amis du nouveau Front populaire. Bon, c'est un coup de gueule qui s'est un peu amélioré. Enfin, la situation s'est un peu améliorée hier quand ils ont trouvé un accord pour proposer André Chassaigne à la présidence de l'Assemblée nationale. Ouais, c'est un coup de gueule parce que l'ensemble des électeurs et électrices du nouveau Front populaire, 31% de la population à peu près, enfin des électeurs et électrices, attendent des choses rapides, apportent des décisions rapides. Et là, ils traînent. On propose un tel, on propose une telle. Voilà. Et ça, c'est agaçant parce que dans le méli-mélo dans lequel on se trouve sans majorité possible, il n'y a aucune majorité possible, on attendait que le nouveau Front populaire soit un peu plus sérieux. Alors, en espérant que dans les jours qui viennent, le sérieux reprenne le dessus. Le sérieux, c'est de trouver quelqu'un, un nom commun pour Matignon ou quelqu'une. C'est Matignon. Oui, c'est ça. C'est faire une proposition. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que on voit bien que il y a des essais, notamment avec Renaissance, de trouver des accords avec une partie de la droite républicaine. Bon, voilà. De toute façon, qu'est-ce que vous pensez, vous, ancien écolo, élu écolo, enfin, vous êtes toujours écologiste dans l'âme, j'imagine, de Laurence Tubiana, qui a été proposé. Mais moi, je pense que le plus grand bien de Laurence Tubiana, je connais son passé extrêmement important, notamment par rapport aux accords, par rapport à tout ce qui est résilience, par rapport au climat, par rapport aux accords de Paris et ainsi de suite. Mais il n'y a pas que ça. C'est une femme qui est un peu une travailleuse de l'ombre. Elle est relativement connue, mais elle n'est pas très connue. Mais au niveau international, c'est une pointure. Elle pilotait la délégation française à la COP 20, celle qui a précédé la COP 21, oui, avec Laurent Fabius, et puis ensuite la COP 21, elle en a été l'artisan. C'est une haut fonctionnaire, économiste. Elle a été diplomate, ambassadrice en quelque sorte du climat pour la France. Bon, mais finalement, on a l'impression que 24 heures après avoir cité son nom, parce que la France insoumise a dit non, on n'en veut pas, ça y est, c'est déjà retombé, c'est fini. Mais à ce niveau-là, le problème de la France insoumise, c'est quand même... Alors, ok, qu'ils disent exactement ce qu'ils veulent. Alors, ils l'avaient dit avec cette proposition de cette Madame Bello de l'île de la Réunion. Très bien, mais allons-y. À un moment donné, on peut pas... c'est très agaçant pour les électeurs et électrices de voir ça traîner, en plus, dans cette période déjà suffisamment anxiogène. Enfin, anxiogène. Oui, elle est anxiogène politiquement. Bah oui, la stabilité, quoi. On se demande si le pays va être gouverné. Est-ce que ça suscite... Non, parce que je pensais aux Jeux Olympiques en même temps. Ouais. Elle est anxiogène institutionnellement, je trouve. Oui, c'est ça. Franchement, effectivement, on ne sait pas où on va. Ça dure beaucoup trop. Mais je pense que ça part d'un déni des réalités. En fait, personne n'a gagné ces élections législatives. Donc, le nouveau Front populaire ne les a pas gagnées. Pas plus que le Rassemblement national, pas plus, évidemment, que la majorité présidentielle qui les a clairement perdues. Donc, à partir de là, se situer dans un positionnement mental de vainqueur conduit finalement à perdre le sens des réalités. Mais je pense que c'est quand même une énorme déception ce qui se passe pour les électeurs de gauche qui n'ont pas gagné, encore une fois, parce que le vote... On leur a dit le soir du 7 juillet, on a gagné quand même. Oui, mais en fait, bon, ils sont le groupe, enfin en tout cas l'alliance majoritaire, ça c'est indéniable, mais pour des raisons qui ne sont pas des raisons... les électeurs n'ont pas voulu qu'ils appliquent leur programme, les électeurs ont voulu faire barrage au Rassemblement national, encore une fois. Donc faut pas se tromper sur les raisons. Florian Gérard-Mercier. Oui, mais il y a strictement rien d'étonnant dans cette situation, puisque il faut se rappeler quand même que le nouveau Front populaire c'est un espèce de galimatia avec quand même des positions politiques assez diamétralement opposées. On se rappelle la position sur le 7 octobre et le Hamas. Donc le fait qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un nom, donc sur quelqu'un qui va incarner cette politique, c'est parfaitement normal, vu que le programme lui-même, il a été mis ensemble, mais personne n'y croyait vraiment. Et maintenant, qu'il s'agit vraiment d'incarner ce programme, de mettre quelqu'un pour le diriger, impossible de se mettre d'accord. Il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Vous êtes en train tous de casser le moral de Jean-Luc Benamias. Alors, non, pas du tout. Pas du tout, parce que
Oui, Jean-Luc, allez-y. Ouais. Non, je laisse parler madame. Alors, Christelle Nias. Non, je disais au contraire que vous étiez très lucide sur la réalité. Et il n'y a pas grand-chose d'étonnant dans ce que fait aujourd'hui le Front populaire et puis surtout la France insoumise. Il y a quand même dans leur projet la volonté, ils s'en cachent pas, d'être sur un projet insurrectionnel, de revenir sur les institutions, voire même de détruire les institutions, de bloquer les institutions. Ça, ils ne s'en cachent absolument pas. On est sur des élus là aujourd'hui au Parlement qui, j'irais même un peu plus loin, sont déconnectés de la réalité des Français. Moi, je vois sur ma circonscription, on a des gens qui n'ont jamais eu l'exercice d'un mandat local. Donc, quand on n'a pas eu l'exercice d'un mandat local et qu'on agit par dogme, c'est plus facile de faire du #blocus, de dézinguer les institutions, que quand on est à portée de claque et qu'on sait très bien que derrière, tout ce qu'on fait a des conséquences sur les administrés. Mais Jean-Luc Benamias, tout de même... Ouais, allez-y. Le problème de dézinguer la Constitution, l'espace démocratique, enfin, il y en a un qui en est le principal responsable. Il s'appelle quand même Emmanuel Macron. Faut être clair. Il a appliqué un droit qui figure dans la Constitution. Non, mais ça, c'est d'accord. Mais enfin, la fin de la Ve République, la fin avec... aucune majorité, puisque tout le monde le pense, et c'est la réalité, aucune majorité qui sort. Enfin, à un moment donné, je vous rappelle quand même, tout le monde le sait, que il n'y avait pas plus de majorité avant ces élections qu'après ces élections. Il y avait des majorités relatives. Et là, le Front populaire, et bien sûr qu'ils n'ont pas gagné au sens large du terme, et majoritaire, mais c'est bien le premier groupe qui est arrivé en tête. Comme la Renaissance, à l'époque où Renaissance était le premier groupe arrivé en tête. Alors, on reviendra tout à l'heure dans nos débats sur l'Assemblée nationale, le perchoir, les candidats, éventuellement, et puis la rue aussi, puisque là, il y a la volonté d'un certain nombre, les filles et puis la CGT, de faire pression sur les députés. Mais on va complètement changer d'endroit et de thématique, avec un coup de gueule de Geneviève Götzinger, spécialiste de l'Afrique, sur une réalité politique, mais qui touche la France, on va le voir, à propos de l'Afrique. Oui, absolument. Je suis en fait scandalisée de ce qui se passe depuis un an au Niger. Vous savez, le 26 juillet... Rappelez-nous à peu près où ça se trouve. Parce que le Niger, c'est un État du Sahel, où le 26 juillet 2023, le président démocratiquement élu, Mohamed Bazoum, a été renversé par un coup d'État que personne n'avait vu venir. Les militaires contre le président démocratiquement élu, démocratiquement élu, qui avait des résultats, qui était un visionnaire, qui avait des résultats en matière de sécurité. En 2 ans de mandat, ces 2 premières années de mandat, 54 militaires nigériens avaient trouvé la mort. Là, depuis le début du putsch, donc en un an, en 12 mois, on en est à 1064 militaires tués. Donc pour montrer que sa politique... C'était apaisé à peu près pendant ça. C'était apaisé. Voilà. Il avait une vision dans plein de domaines. Je dirais quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'éducation des jeunes filles dans un pays où... Le Niger, toujours évidemment, où 80% des jeunes filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. Donc lui misait beaucoup sur la scolarité des petites filles. Il avait créé des internats en milieu ruraux pour les protéger des mariages forcés. Mais pourquoi ce coup de gueule alors aujourd'hui, ce matin? Ce coup de gueule, parce que depuis en fait un an, enfin ça fera un an le 26 juillet, le président Bazoum est prisonnier. Il est prisonnier avec son épouse dans sa résidence, dans 2 pièces de sa résidence. Alors c'est la résidence, l'ancienne résidence dans laquelle il habitait, dans 2 petites pièces en fait, avec des gardes à toutes les portes qui le surveillent nuit et jour, avec une impossibilité de voir le jour, de sortir dehors, avec une coupure de tout le monde extérieur. Il a plus de téléphone depuis cet automne. Macron, son portable, et ils ont lui retiré. Donc en fait, il est séquestré. Il est aujourd'hui otage de bourreaux, et moi j'appelle ça une forme de torture psychologique, de torture mentale en réalité. Votre coup de gueule, c'est à l'égard évidemment de ces bourreaux. C'est pas à son égard à lui, c'est à l'égard de la communauté internationale qui ne bouge pas en réalité. Mais vous regrettez que la France, par exemple, soit pas intervenue militairement? Je regrette qu'on semble l'oublier. Je regrette qu'on semble accepter cet état de fait en réalité. Et je pense que
Imaginez que ça se produise en Europe, dans un État européen qui est un coup d'État et que le président soit otage, séquestré, torturé mentalement, psychologiquement avec son épouse depuis 1 an. Est-ce que la communauté internationale l'accepterait de la même manière? Et pourtant, la France avait des liens très forts avec le Niger. Non, mais la France avait des absolument. Donc, pourquoi est-ce que tout d'un coup on a... Parce que les militaires au pouvoir, les putschistes ont coupé avec la France. Hein. Donc de toute façon, la France aujourd'hui est totalement partie du Niger. Très symptomatique. Il y avait un ambassadeur de France qui était au Niger, délocalisé à Paris depuis son expulsion de Niamey, Sylvain Ité. Absolument. Sylvain Ité est nommé en Colombie. Il ne sera pas remplacé. Donc ce non-remplacement de l'ambassadeur de France, c'est aussi la marque de cette coupure. Non, ce qui m'irrite, c'est que on laisse cet homme livré à lui-même, on semble l'oublier, alors que il est aujourd'hui devenu un symbole. Je vais finir avec ça. Il refuse toujours de démissionner de son poste. Il estime que son poste de président de la République, il le tient de ses électeurs, il le tient du peuple nigérien, et que c'est certainement pas des hommes avec une Kalachnikov sous la tempe qui vont le forcer à plier à ça. Donc, il est aujourd'hui le symbole de la démocratie dans toute l'Afrique de l'Ouest, et à ce titre aussi, il serait important que la communauté internationale le soutienne. Alors Sud Radio, très loin, Sud Radio était peut-être écouté là-bas au Niger, on l'espère. Donc coup de gueule et soutien de Geneviève Götzinger ce matin au président démocratiquement élu, mais retenu par les putschistes, Mohamed Bazoum du Niger. On se retrouve dans quelques instants, peut-être pour une réaction, mais aussi pour d'autres coups de gueule ou coups de cœur de nos invités. C'est Mettez-vous d'accord, vous êtes sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Nos 4 débatteurs ce matin, Christelle Niasme, conseillère municipale LR de Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, proche de Paris. Florian Gérard Mercier, vous êtes directeur des études du millénaire, un think tank gaulliste. Geneviève Götzinger, vous êtes présidente de l'agence Image, donc ancienne journaliste et communicante aujourd'hui. Et Jean-Luc Benamias, ancien élu écolo, proche du Nouveau Front Populaire, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du CESE. Alors j'en viens à vous, Florian Gérard Mercier, vous voulez pousser un coup de gueule sur ce que vous appelez le jour de la libération fiscale. Alors expliquez-nous ça. Il y avait le jour de la Terre, vous savez, à partir du moment où ça y est, on a épuisé nos ressources naturelles et puis on commence à consommer celles de l'année suivante. Dans le même genre d'esprit, vous dites, aujourd'hui c'est le jour de la libération fiscale. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que jusqu'à présent, un Français moyen, enfin jusqu'à aujourd'hui, dans l'année calendaire, depuis janvier 2024, un Français moyen en fait paye l'ensemble de ses impôts est payé sur cette. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier, vous voulez dire que depuis le 1er janvier, tout l'argent que nous, les citoyens de base, nous gagnions, eh bien, il est jusque-là destiné à payer les charges, les impôts, les taxes. Exactement. En fait, pour le dire simplement, s'il y a 50% de pression fiscale sur un Français, sur un de nos auditeurs, eh bien son jour de libération fiscale va être le 1er juillet. Voilà, c'est-à-dire la moitié de l'année. Et en France, aujourd'hui, pour un Français moyen, le jour de libération fiscale est le 17 juillet. On est dans Donc ça y est, on est au lendemain de... Ouf, à partir de maintenant, l'argent qu'on gagne va nous servir à nous. Il va entrer dans notre poche à nous, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et on est dans le top dans les plus fortes pressions fiscales de l'Union européenne. C'est un coup de cœur pour le fait que ça y est, ça rentre dans nos poches, ou c'est un coup de cœur? Expliquez-nous. C'est quoi votre démarche, votre propos ce matin? Non, en fait, c'est très simple. C'est de dire que aujourd'hui, on est avec cette pression fiscale record, avec des niveaux de cotisation, de pression fiscale monstrueuse. Juste pour que nos auditeurs comprennent bien, pour 100 € de pouvoir d'achat, il faut qu'ils payent 118 € de cotisation sociale et d'impôts. Donc 20% au moins de... Non, 118, c'est 218 en tout. 218. Que pour 100 € à la fin sur votre fiche de paye en net à payer, votre employeur a déboursé 218. Oui, c'est-à-dire qu'il a abondé de 118 €. Voilà, exactement. Ouais. Et donc ça, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question, ok, mais donc, et alors? Et alors, les services publics, et donc ce qui est rendu aux Français, n'a jamais été aussi bas. Genre les Français, la qualité des services publics, oui, mais la qualité des services publics s'effondre. On voit bien les hôpitaux, regardez dans quelle situation ils sont.
regardez la qualité de notre éducation, regardez le niveau d'insécurité, les moyens qui sont alloués à notre police et à la justice. On a la justice la moins bien dotée quasiment de l'Union européenne. Elle a 2 fois moins de budget qu'en progression de le budget de la justice depuis 2017. Oui, mais rapporté à l'Allemagne, on est encore à un budget de la justice qui est 2 fois moindre. Mais tout ça, il faut le financer. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas une part de démagogie quand même à vouloir révoquer ce jour de la libération fiscale, alors même qu'il faut bien que vous appelez tous de vos vœux une amélioration de la qualité des services publics, il faut bien le payer. Et puis, tout le monde pointe le déficit public, la nécessité de remplacer, enfin de se sortir de cette finances publiques, bien sûr. Mais donc c'est contradictoire. Alors c'est pas contradictoire, pourquoi ? Parce que en fait, si vous regardez les postes de dépenses de l'État, et donc dont on a parlé, l'éducation, la justice, la sécurité, les hôpitaux, en fait c'est une faible part du budget de l'État. La majorité et ce qui en fait nous distingue vraiment du reste de l'Union européenne, c'est les dépenses sociales. Voilà. Et là, il y a un sujet trop quand même. social, c'est ça votre... Non, c'est que en fait, pour le dire schématiquement, on prend énormément aux Français et on rend énormément aux Français de manière pas très bien ciblée. Et entre les deux, du coup, il y a beaucoup de paperasse, beaucoup de perte de temps et beaucoup de fonctionnaires. Donc il y a un problème de l'efficacité de la gestion de l'argent public qui nous est ponctionné. C'est ça que vous dites. Exactement. Et tout le monde en est témoin. Encore une fois, sur les dernières décennies, qui peut dire que nos services publics se sont améliorés alors que la pression fiscale n'a fait qu'augmenter? Alors Jean-Luc Benamias, vous qui soutenez le nouveau Front populaire, qui nous a annoncé dans son éventuel programme, s'il venait au pouvoir, qui va augmenter les impôts, qu'est-ce que vous pensez de cette objection faite par Florian Gérard Mercier? D'abord, de quelles dépenses on parle? Les premières dépenses de l'État, me semble-t-il, sont la défense nationale et l'éducation nationale. C'est l'éducation nationale, ouais. Oui, mais les deux sont quasiment à égalité. L'éducation nationale, effectivement, est en tête, mais à 1 ou 2% près, si je me rappelle bien. Je vois pas très bien comment on peut baisser tout ça. Pour la défense, on va dire pourquoi. On va parler du budget de l'État, mais quand on peut rappeler par exemple que les retraites, c'est 14% du PIB. On est aussi dans les pays qui dépensent le plus dans les retraites. Les retraites sont payées par les cotisations sociales, excusez-moi. Oui, elles ne sont pas payées par l'État, elles sont payées par les cotisations des salariés. J'ai bien parlé de pression fiscale globale. C'est pas. D'accord, mais les retraites ne sont pas une pression fiscale. Faut pas tout mélanger. En partie, parce qu'il y a les 53 milliards de déficit des retraites publiques. Qui sont en partie abondés et comblés par le budget de l'État tous les ans. C'est ça la réalité. La réalité, je m'excuse, c'est pas cette réalité-là que j'ai en tête, pas du tout. Les comptes publics des retraites sont pas, à mon avis, au niveau non pas du bénéfice, il s'agit pas de faire des bénéfices, mais sont à peu près égales. Ils sont équilibrés. Je vois pas très bien où est le déficit. Ils sont équilibrés parce que le déficit est comblé par le budget de l'État. Tout simplement. Il faudra qu'on appelle un spécialiste pour voir ça. C'est ça, merci. Bon, mais d'accord, mais l'idée que nous sommes quand même le pays de l'OCDE qui a la plus grosse pression fiscale, Jean-Luc Benamias. Mais parce que nous avons un système. Parce que nous avons un système de services publics et d'aide sociale qui est un des premiers de tous les pays européens. Je sais bien que la dette est importante. Comparons-nous au Danemark et aux pays du Nord. Désolé, mais c'est pas le cas. Et demandez aux Français du quotidien, est-ce que vous trouvez vraiment... Mais regardez l'état de nos hôpitaux, regardez l'état de notre police. Les commissariats sont pas aux normes. Enfin, ça met 2 ans à changer une voiture. On n'est pas dans une bonne situation. Christelle Nasme réagit. C'est plus effectivement une réaction sur la compréhension qu'ont les gens, la population et les Français de l'usage qui est fait des fonds publics, parce que c'est une réalité, c'est que... Vous aussi, vous plaidez pour une meilleure efficacité de l'usage de l'argent qui nous est pris. Je suis entièrement d'accord là-dessus. Il y a un rapport qui était tout à fait intéressant. C'était le rapport Wörth qui était sorti avant qu'on arrive et qui parlait justement de comment on revoit le fonctionnement de nos intercommunalités. Il parlait de plusieurs milliards qui sont générés parce qu'on a plusieurs strates entre les métropoles, les intercommunalités. Ça, c'est complètement incompréhensible pour la moyenne des Français. Et je les rejoins complètement. Aujourd'hui, quand nous, on est obligé de réduire nos politiques publiques parce que on n'a pas les moyens de les exécuter, ça, c'est une réalité dans notre département. Aujourd'hui,
aujourd'hui, on est obligé de faire des coupes sombres dans certaines politiques publiques parce qu'on est sur un effet de ciseau, dans le Val-de-Marne, tout à fait, avec une augmentation de nos dépenses sociales de manière structurelle. Et de l'autre côté, on a une baisse de tout ce qui nous permet de faire des recettes. TVA, DMTO, les droits de mutation, ça c'est une réalité. Et donc aujourd'hui, on est obligé, avec la dette dont on a hérité et toutes les dépenses qui augmentent, de réduire certaines politiques publiques. Alors ça, pour les gens, c'est inaudible parce qu'ils continuent à payer. Et en face, qu'est-ce qu'on leur offre comme solution? Et ça, c'est l'exercice du quotidien. Donc, la fiscalité, oui, je pense que c'est normal que les Français se sentent assommés à un moment donné. Et oui, il faut trouver des réponses parce que l'argent magique n'existe pas. Oui, en fait, je pense que de la part de l'opinion publique, ce qui frappe, c'est ce décalage entre le sentiment d'être très pressuré en termes de fiscalité. Clairement. Et d'avoir des services publics de moins en moins performants. Et là se pose la question, forcément, où va l'argent, sans vouloir être populiste, que je ne suis vraiment pas. Mais comment se fait-il qu'on a toujours besoin de plus, pour toujours moins en termes de qualité? Notre système de santé va pas bien, nos hôpitaux vont pas bien, le personnel hospitalier a juste raison, se plaint de ses conditions de travail. Quand on a des enfants en bas âge à l'école, on a le sentiment que par rapport à notre génération, ils savent plus lire de la même manière, écrire de la même manière, compter de la même manière, et la pression fiscale est très forte. Donc forcément, ce décalage pose question. Je sais pas qui fait de la démagogie, et je vais peut-être en faire moi dans le sens du... Mais il y a un moment donné où je vous entends tous râler en disant on fonctionne trop les Français et puis nos services publics sont pas efficaces, mais on est en plein jeu olympique avec... Il y a pas plus mobilisé en ce moment que les policiers, les militaires, les pompiers, les services de santé. Ils font tous l'école. On peut dire ce qu'on veut, les profs travailleraient pas assez, mais ils n'arrêtent pas de bosser. Tous nos services publics se démènent. C'est un des pays les plus, il faut pas voyager pour dire le contraire, c'est un des pays, la France, où les gens bossent le plus. Et vous êtes tous dans le Non, ce qu'on dit, c'est qu'on tire sur la corde. On tire sur la corde toujours des mêmes. On tire sur la corde de nos soignants, on tire sur la corde de ceux qui nous protègent, de ceux qui sont dans la justice. On tire toujours la corde sur les mêmes. Et de l'autre côté, il y en a beaucoup qui font grève pour les JO, pour avoir plus, etc. C'est un autre sujet. Mais si on prend l'exemple de l'éducation nationale, le nombre de personnel administratif rapporté au nombre de professeurs, d'enseignants, a cru dans les dernières décennies d'une manière incroyable, et on est aussi dans le top de l'Union européenne sur ce poids en fait administratif rapporté au nombre de profs. Jean-Luc Benamias, vous vouliez réagir? Oui, c'est dû en grande partie à la centralisation française, qui est incapable de faire de la délocalisation. C'est dû aussi, on en a parlé juste avant, aux strates administratives, aux strates institutionnelles, métropole, intercommunalité, département, région, sans que pour autant, par rapport aux autres pays européens, les chiffres du budget, notamment des régions, soient égales aux chiffres du budget, par exemple, des Länder allemands, qui ont des budgets 10 fois, 20 fois. Toute la phase de centralisation jacobine française est à remettre en cause. Alors voilà un argument qui reviendra dans un débat, parce que c'est un débat en soi, l'efficacité de l'utilisation de l'argent public. En effet, on va poursuivre avec les coups de gueule et les coups de cœur, et puis nos débats, l'abbé Pierre, et puis l'Assemblée nationale, bien sûr, aujourd'hui, et la loi immigration. On se retrouve tous dans quelques minutes après les infos de 11h. Merci Jean-Luc, merci à toutes et à tous, et vous restez avec nous sur Sud Radio pour Mettez-vous d'accord et les grands débats de l'été. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et nos débatteurs pour une heure encore avec plusieurs sujets. Bien sûr, l'actualité de l'heure de vérité, peut-être à l'Assemblée nationale, avec les rapports de force qui vont s'éclaircir dans la journée et dans les 2 jours qui viennent, avec la répartition des postes de responsabilité pour le fonctionnement de l'Assemblée nationale, mais aussi la rue qui a décidé de faire pression, les syndicats, la CGT, enfin un syndicat, la CGT, et puis la France Insoumise, qui veut faire pression sur les parlementaires pour
pour que émane peut-être une majorité. Et puis enfin, on va revenir, on va parler de femmes, beaucoup de femmes ce matin, avec ce qu'il faut bien appeler la triste, la malheureuse affaire Abbé Pierre et Emmaüs. Mais d'abord, avec nos invités, le coup de cœur ou le coup de gueule de Christelle Niasme. Alors 4 invités ce matin: Geneviève Götzinger, Florian Gérard Mercier, Jean-Luc Benamias et Christelle Niasme. Et là, vous voulez saluer une grande sportive, une femme. Tout à fait, Jeannie Longo, parce que je suis retombée il n'y a pas très longtemps sur une archivina, c'est intéressant, il faut regarder les archivina, c'est toujours très instructif pour comprendre l'évolution des mentalités dans notre société. Et celle-ci m'a beaucoup touchée parce qu'il y a eu une actualité, je crois que c'est il y a 1 ou 2 jours, où on a eu le milieu de terrain argentin, je crois que c'est passé un petit peu dans le milieu du football, tout à fait, qui ont diffusé sur les réseaux sociaux des chants qui visaient l'équipe de France avec une dimension, un caractère raciste. Ça, c'est en cours de jugement par la FIFA, et ça a été souligné par Madame Oudéa Castéa. Donc et ça m'a en fait. Ça, c'est le racisme. Mais quel rapport avec Jeannie Longo? Ça m'a outré parce que je me dis qu'on est en 2024. Je vais passer l'année prochaine, moi. 2024, et on arrive encore à l'heure où on s'insurge sur tous les faits d'antisémitisme, de racisme. Il y a une parole qui ne peut plus être audible aujourd'hui, et que dans le milieu du sport, on arrive encore à avoir de tels propos et de telles attitudes, de tels comportements qui puissent exister. Alors, je me suis dit, parce que l'équipe de foot argentine s'en prend au fait qu'il y a des Noirs, par exemple, dans l'équipe de France. Bon, c'est ça. Mais Jeannie Longo, et la lueur d'espoir, c'est quand j'ai vu cette archivina, je me suis dit... C'est quoi l'archivina? Alors l'archivina, elle est tout à fait intéressante. C'était en 1987 sur le plateau, donc il faudrait que je retrouve le nom de l'émission, où on a Jeannie Longo sur Antenne 2. C'est vrai, Antenne 2, c'est vrai. Prédécesseuse de France 2. Et alors Jeannie Longo, je vous rappelle pas le palmarès, je suis en train de le lire moi-même tellement il est long, médaille d'or olympique, 60 titres nationaux, enfin voilà, on va pas, je crois qu'on n'a pas assez d'émissions. Au cyclisme français. Elle fait honneur au cyclisme français, cyclisme féminin également, et à la femme dans le sport. Et elle était très très violemment attaquée à l'époque par Marc Madiot, un coureur cycliste masculin, qui à l'époque, en 87, on pouvait dire ça sur un plateau télévisé, qui estimait qu'elle n'avait pas sa place en tant que femme, tout à fait, dans le sport et dans le cyclisme féminin. Alors les propos, si vous me permettez, sont une femme cycliste, c'est moche. Je préfère voir de la part d'un cycliste homme. Et il faut dire que Marc Madiot aujourd'hui est le directeur de l'équipe Groupama, qui se comporte très bien sur le Tour de France. Bon, alors vous êtes allé rechercher ces pervers quand même, hein, vous êtes allé rechercher cette parce que Marc Madiot, il faut bien le dire, s'en est défendu, il s'en est excusé. Oui, bien sûr. Il s'en est excusé. Voilà. Donc bon, Marc Madiot, c'est quelqu'un qui est un peu rustre comme ça, mais qui cultive plutôt l'idée de cette rusticité en quelque sorte, et qui dit je viens de la campagne, voilà. Mais enfin, vous supportez pas cette idée qui est restée quand même, qu'un homme puisse dire sur un plateau de télé, on parle de 1987. C'est bien ça, et c'est là où est la lueur d'espoir, c'est qu'en 87, on pouvait... Bientôt 30 ans quand même. Exactement, c'était il y a 30 ans. Il y a 30 ans, c'était normal de dire, il y avait une norme, la normalité, ça ne posait aucun souci, voire même c'était dans l'acceptation. On est bien d'accord. Et c'est pour ça, aujourd'hui on ne peut pas le dire, aujourd'hui on ne peut pas l'accepter, aujourd'hui on sait bien qu'on a fait du chemin dans la place des femmes au sein de notre société, et donc effectivement, c'est pas parce qu'on est dans le sport qu'on peut avoir une parole entièrement libre sur tous les sujets. Mais pardon, j'insiste, pourquoi vous avez voulu revenir là-dessus aujourd'hui? Oui, c'est ça, j'ai du mal à comprendre. Eh bien, parce que l'actualité me l'a rappelé, et puis peut-être parce qu'on a la veille des Jeux Olympiques aussi, peut-être, et qu'il y avait ce lien avec le sport qui m'a marqué parce que c'est d'actualité finalement, et que on en a parlé il y a quelques jours sur Sud Radio, Christelle Niasme, le foot féminin par exemple, il explose aux États-Unis, c'est devenu un produit marketing qui marche très très fort, le foot féminin, et en France il se développe énormément aujourd'hui encore. Ça arrive. Et puis tous les sports féminins, on va voir les championnes là au JO. Jean-Luc. Ça fait des grands bons en avant. Jeannie Longo s'est retrouvée dans une situation. Le cyclisme féminin était. D'abord, on avait abandonné le Tour de France. Il va reprendre juste après le Tour de France des hommes. Juste après, il y aura 1 semaine, 10 jours de Tour de France féminin. Ouais. Elle est tombée dans une période où
le cyclisme féminin était absolument pas valorisé. Alors elle a été championne du monde plusieurs fois, elle a été championne olympique, elle a été championne de France, elle a couru jusqu'à peu près l'âge de 57-60 ans, hein. Incroyable. Bon, voilà, depuis ça s'est largement amélioré, notamment dans le cyclisme féminin et dans le sport en général. On verra ça aux Jeux Olympiques, là, qui arrivent. Le sport féminin sera en capacité d'amener quasiment autant de médailles que le sport masculin. Je pense que tout ça a fait d'énormes progrès dans la reconnaissance. Ouais. Il reste des progrès quand même. Je reviens, Thierry, là-dessus, dans le domaine du foot, parce que dans le domaine du foot, en dehors de l'Olympique Lyonnais féminin, où Aulas donne des salaires à peu près honorables, mais qui n'ont rien à voir avec les salaires masculins, mais quand même à peu près honorables aux femmes. Le reste du foot féminin vit à peu près avec un revenu de 1000, 1200, 1500 euros. Hein. On est encore dans cette structure. Les femmes sont des smicards quand les hommes gagnent correctement leur vie, c'est ça que vous nous dites. Même plus que correctement, hein. C'est même au-delà. Pour les 100 meilleurs footballeurs français, c'est au-delà de gagner bien sa vie. C'est énorme. Ils font partie des riches, quoi. Ils font partie des riches. Mais, ils font partie des très très riches. Très très riches. Donc je reviens sur le sport féminin. Ça a fait un grand bond en avant. Je vous le dis clairement, moi, notamment l'arrivée du rugby féminin, faut les regarder jouer au rugby. Elles ont plus grand chose à apprendre tactiquement et au niveau qualité. Alors évidemment, c'est pas les mêmes forces en jeu, mais quasiment. Mais on a fait d'énormes progrès. C'est valable pour la France, mais c'est valable pour le monde entier. Hein. Ouais, Florian Gérard-Mercier. Oui, rapidement, je pense que il y a deux choses quand même. Ce qui a été dit en 87, aujourd'hui, un journaliste interromprait immédiatement. Mais je pense que le vrai fait, c'est que, effectivement, en 2024, il y a quand même eu beaucoup de progrès qui ont été faits sur le fait que les gens ne pensent plus ça. C'est pas que ils le diraient pas. Mais c'est pas juste parce qu'on s'interdit de le dire. Voilà, il y a peut-être la peur de la sanction aujourd'hui, en tout cas de l'opprobre médiatique, si on dit quelque chose de travers, ça on peut en discuter, mais il y a surtout le fait que sur ce type de sujet-là, il y a un certain nombre de progrès qui ont été faits, notamment de toutes ces grandes sportives qui sont arrivées avant. Et moi, je pense que c'est ça le fait le plus important et qu'il faut continuer à espérer de voir. Avec tout le respect que je dois à ma consoeur Geneviève Götzinger, je dois rappeler quand même que même si elle est plus jeune que moi, nous avons connu, par exemple à France Inter, des périodes où certains grands présentateurs poussaient des grands coups de gueule, engueulaient tout le monde, fumaient à fond, et puis étaient un peu misogynes. Ça, c'est fini. C'est fini, ça. C'est ce que nous dit Florian Gérard-Mercier. C'est fini tout ça. C'est pas fini. Je pense qu'il y a certains types de comportements qui sont effectivement... C'est pas acceptable, c'est vieux souvenirs. Mais c'est fini. Il reste quand même des plateaux. Excuse-moi Thierry. Il reste quand même des plateaux, notamment sur les chaînes d'infos, où la parité est très 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 loin d'être atteinte. Hein, il y a un nombre de plateaux. Mais même sur ces plateaux-là, même sur ces antennes-là, y compris évidemment d'abord sur ceux de radio, on dit pas d'une femme c'est moche quand elle est cycliste ou rugbyman. Enfin, voilà. Et on se l'interdirait parce qu'on le pense pas. C'est-à-dire qu'au fond, voilà. Alors. Vous avez souhaité nous parler des femmes et malheureusement, il y a ce monstre du Loch Ness là qui est apparu tout d'un coup. Cette affaire, je dis ce monstre parce que c'est monstrueux, d'un personnage qui était l'ange des pauvres, enfin qui était qui tout d'un coup, même une des femmes victimes, on l'a entendu ce témoignage, dit mais c'était Dieu et je pouvais pas réagir face à Dieu. L'abbé Pierre, comment vous avez réagi les uns et les autres? D'abord, moi j'y ai pas cru. Enfin, c'est-à-dire que quand on a eu cette information sur l'abbé Pierre, agresseur sexuel de 7 femmes au moins à Emmaüs, Florian Gérard-Mercier. Alors vous allez penser peut-être que je suis cynique. Moi personnellement, j'ai pas été étonné. Pourquoi? Mais parce que en fait, c'était quelqu'un d'extrêmement puissant médiatiquement. Oui. Et malheureusement, le pouvoir corrompt. Et donc tout le monde n'est pas dans ce cas-là, heureusement. Merci. Mais c'est pas, enfin, je veux dire, tous les jours on a ça, des puissants qui, en fait, il s'avère qu'ils avaient des comportements déplacés et ils en profitent. Et je tiens à dire que c'est pas que l'apanage des hommes, on va y revenir dans un instant. Je vais vous redonner la parole, mais parce que, vous voyez, comme déjà on a senti le fait même d'en parler, l'atmosphère de cette émission, qui j'ai l'air d'en sourire, mais non, de cette émission a changé de ton. Voyez, avec cette affaire. Mais parce qu'on parle de faits quand même. On parle d'un homme qui
évoquait Dieu et qui évoquait le bien. Alors on va reparler de cette affaire Abbé Pierre dans un instant, dans Mettez-vous d'accord. Vous restez avec nous, on est sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. Et nous sommes avec nos 4 débatteurs ce matin. Jean-Luc Benamias, écologiste, proche du Nouveau Front Populaire, membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du CESE. Geneviève Götzinger, ancienne journaliste, communicante aujourd'hui, spécialiste des sujets africains notamment, mais pas que. Florian Gérard Mercier, directeur des études du millénaire, un think tank gaulliste. Et Christelle Niasme, vous êtes conseillère municipale LR à Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne. Florian Gérard Mercier, on parle de cette affaire de l'abbé Pierre. C'est quoi? Le titre de Libération ce matin est très parlant. L'abbé Pierre déchu, voilà un homme qui incarnait la charité, la référence au bien, à Dieu, le don de sa vie pour les autres, et qui a été toujours respecté pour ça, le fondateur d'Emmaüs, qui est mort en 2007 et qui est accusé d'agression sexuelle au moins par 7 femmes, d'après un rapport commandé par son propre mouvement, qui a décelé un jour, à l'écoute du témoignage d'une femme qui voulait pas dire du mal de l'abbé Pierre parce qu'elle lui conservait pourtant, alors qu'elle avait été agressée, qui lui conservait une forme d'estime et qui disait mais en même temps, voilà, c'est venu un peu un jour par hasard. Et vous aviez l'air de dire c'est le pouvoir. Au fond, vous n'êtes pas surpris. Je dirais pas que vous disiez que c'était normal, mais c'était incroyable, Florian Gérard Mercier, de vous entendre dire là il y a quelques instants, oui, je suis pas surpris. Encore une fois, non, je ne suis pas surpris par cette par ces faits-là. Et justement, c'était une des personnalités préférées des Français. Et cette aura qui lui était conférée, et c'est pas seulement son combat, c'est vraiment, je pense, le fait qu'elle ait questionné ce type de personnalité, surtout à l'époque. C'est-à-dire que la voix d'une victime face à la voix d'un puissant comme il l'était, à l'époque ne pouvait pas compter. Et moi, ce que je trouve qui est très positif, c'est quand même cette libération de la parole. Et que ce soit Emmaüs eux-mêmes qui ait mis ça sur la place publique. Qui ait pris le problème à bras-le-corps et qui ait fait cette enquête. Et quand on lit quand même les éléments de l'enquête, ça avait l'air d'être des choses quand même assez connu à l'époque. C'est quoi la morale de l'histoire? C'est qu'il n'y a pas de sens, c'est qu'on peut faire confiance à personne dans l'absolu, ou c'est au contraire que finalement tout humain est humain et qu'il faut se garder d'idéaliser quelqu'un? Moi, j'en tire une conséquence vraiment positive, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que, en tout cas, il y a beaucoup moins d'impunité. Voilà. C'est ça, le point crucial pour moi, c'est qu'il n'y ait plus d'impunité. C'est-à-dire que des personnes qui sont, disons, qui ont ces tendances-là, à pouvoir faire du harcèlement, voire des agressions sexuelles, sachent qu'ils ne peuvent pas profiter de leur statut de personne puissante pour faire ce qu'ils veulent. Voilà. Et ça, c'est très important. Il y a une d'un quotidien, de grande qualité, quotidien catholique, La Croix. Il y a une une ce matin qui vous donne raison. C'est-à-dire que c'est le journal La Croix, le journal catholique, qui titre La face cachée de l'abbé Pierre. Donc il est temps, en même temps que les catholiques voient la réalité en face en matière notamment d'agression sexuelle. On fait référence à toutes les affaires de pédophilie, mais La Croix ce matin, voilà, titre là-dessus, c'est Emmaüs, la communauté Emmaüs qui elle-même a rapporté cette affaire. Christelle Niasme, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça me, alors évidemment, pour les victimes, évidemment, on fait, beaucoup de compassion, bien évidemment, mais effectivement, ça me rassure sur l'évolution que prend notre société, et puis salue le courage également de cette énorme, presque institution qu'est Emmaüs, parce que là, elle fait son propre examen de conscience en allant au-delà du personnage. Alors je crois même qu'il a été canonisé de son vivant, ce que j'avais lu, je crois. Enfin, il y a une certaine. Non, il y avait le projet de l'Église catholique. Voilà, exactement. Il y a une vraie sacralité autour du personnage. Donc, on va très loin. Potentiellement, on pouvait comprendre, compte tenu de son œuvre, que peut-être les catholiques veuillent en faire un saint. Exactement. Et donc, on est capable aujourd'hui de libérer la parole, parce qu'on sait que dans des cas justement de violence, de harcèlement, bien c'est le silence qui tue et qui permet. Et
l'impunité qui s'installe, qui permet que ce type de comportement donc la morale de cette affaire, c'est fin de l'impunité. C'est clair, même chez un potentiel sou. Et partout, parce qu'on l'a vu dans le cinéma, on l'a vu dans la presse, on le voit maintenant, y compris sur des institutions telles qu'Emmaüs. Et je crois que c'est important. Il faut, à un moment donné, accepter que où il y a humanité, il y a fragilité, et décorréler le fait, l'œuvre qu'a lancé cet homme et tout ce qu'il y a autour, et de tous ces hommes et ces femmes qui œuvrent au sein d'Emmaüs, et puis de son humanité profonde. Il est faillible, et aucun homme ou femme n'est à l'abri de faillir. Et là, heureusement, on libère la parole pour protéger. Si je peux ajouter quelque chose, le revers de la médaille quand même, c'est qu'il faut faire très attention à la calomnie. Et là, on a le revers de la médaille. On a vu avec la première vague MeToo, il y a eu quand même un retour de bâton avec un certain nombre d'accusations qui se sont avérées avoir été peut-être malveillantes, ou en tout cas pas accréditées. Et c'est là-dessus où il va y avoir vraiment un équilibre à trouver entre effectivement mettre à bas l'impunité et en même temps ne pas forcément jeter l'opprobre immédiatement et sans respect de la présomption d'innocence. Ouais, sur ce point, Jean-Luc Benamias, vous trouvez assez bien que Emmaüs ait publié eux-mêmes cette information? Je trouve ça très bien et très courageux même. Christophe Robert, le délégué général de la Fondation Emmaüs, c'est un consortium Emmaüs, il y a plusieurs strates. Ouais, c'est une fédération d'associations, ouais, c'est ça. Ouais, c'est gigantesque. Ils ont le courage de sortir ça très rapidement. Après, parce que ça peut leur nuire financièrement, ça peut leur nuire en matière de soutien. Ils ont un rôle social tellement important dans le pays. Avec des strates locales, départementales, de l'aide dans tous les sens, notamment dans le monde de la pauvreté, j'invente rien. Voilà. Alors moi, j'y ai pensé évidemment comme tout le monde quand on a appris ça hier. L'abbé Pierre est un homme d'une complexité absolue. Vous avez oublié dans son histoire, c'est un des grands résistants du Vercors. D'abord un résistant, exactement. Donc cet homme a eu plusieurs vies. Et donc dommage, il y a une vie malpropre là qui est sortie, qui va continuer à sortir. Christophe Robert l'a dit hier, j'ai regardé ça sur une des chaînes de télé, il a dit hier, on va continuer à faire appel aux témoignages réels. Voilà. Mais moi ça n'enlève. Alors tout ça n'enlève rien. Pour moi, à ce que fut l'abbé Pierre, et après son combat dans notamment pour que les plus pauvres aient un toit, notamment on se souvient de l'hiver 54. Le énième film était sorti il y a à peine 6 mois. Donc voilà, ça n'enlève rien à son histoire. Ça rappelle que l'homme est un prédateur potentiel. L'homme, je dis bien. Je suis pas d'accord. Oui, l'homme avec un grand H, j'espère, parce que c'est pas l'apanage. Vous voulez dire l'homme, le mâle viril, ou l'humain en général est un prédateur? Pour moi, c'est le mâle viril. Qui reste un prédateur à l'égard des femmes. Je suis pas d'accord. Potentiel, j'ai dit. Rappelons quand même qu'il y a eu un certain nombre de cas de harcèlement, y compris sexuel, de femmes en position de pouvoir. Il y a la députée Laetitia Evia, dont les affaires sont bien connues sur ce sujet-là. Mais je souhaite aussi rappeler quand même en 2018-2019. En 2018-2019, il y a quand même une professeure américaine de la New York University qui était une féministe, et c'est ça qui avait quand même été choquant, c'est-à-dire qu'une professeure d'université féministe avait harcelé sexuellement à des faits quand même vraiment assez graves un de ses étudiants en thèse. Enfin, la proportion est franchement, la proportion n'est pas la même. Non, mais franchement, la proportion n'est pas la même. Oui, après, bon, là, on a parlé de moi. Je pense que l'Église catholique, au-delà de ce cas de l'abbé Pierre, devrait quand même un peu réfléchir à elle-même. Il y a eu ces cas de pédophilie récurrents que vous évoquiez. L'exigence de célibat pèse lourd sur l'abbé Pierre. Je peux finir, cher Jean-Luc? Vas-y, complètement, Geneviève. Voilà, je peux aussi ma pensée, merci. Donc, l'abbé Pierre lui-même reconnaissait qu'il avait un petit problème avec le vœu de chasteté. Donc, c'est la seule grande religion monothéiste qui impose ça. Le célibat et la chasteté. Le célibat et la chasteté. Absolument. C'est pas clair. Le cas dans la religion musulmane, c'est pas le cas dans la religion juive. Ni les protestants. Donc, ni les protestants. Non, mais voilà, oui, absolument. Ni les protestants, ni les juifs, ni les musulmans. Ni les orthodoxes. Ni les orthodoxes. Donc il y a quand même n'oublions pas les bouddhistes. Allez, allons-y. Non, mais je parle des grandes religions monothéistes. Donc,
y a quand même un petit problème avec ça. Vous voulez dire cette affaire devrait susciter une réflexion de la part peut-être des cadres, des hauts cadres, y compris du pape, à Rome, oui, autour de cette problématique de l'impact de ce que fait vivre comme difficulté la religion comme difficulté humainement, parce que au fait la chasteté c'est pas quelque chose de forcément très naturel. Hein, dernière question. J'aurais quand même conclure aussi sur l'abbé Pierre. Effectivement, un homme très ambivalent. Jean-Luc, vous l'avez dit, un grand résistant, mais en même temps, auprès de moi, en tout cas, il avait déjà perdu une partie de son aura quand il avait apporté son soutien aux thèses révisionnistes de Roger Garaudy. Oui. Hein, on se souvient quand même de ça aussi. Et puis ensuite, il avait réitéré en parlant du lobby sioniste international qui aurait influencé l'Église française. Il aurait été à la mode en ce moment. C'était pas juste un symptôme. Voilà. Bon, cela dit, je dois reconnaître que d'abord j'ai été surpris et même choqué. Je me suis dit mais il est mort, il peut pas se défendre. Et puis il faut reconnaître que la première personne avant même Caroline de Haas et son cabinet qui est recueilli le premier témoignage de victime d'une des femmes agressées par l'abbé Pierre, si on en croit son témoignage, eh bien c'est une religieuse catholique qui a elle-même recueilli des témoignages d'enfants, d'adultes anciens enfants victimes de pédophiles, de prêtres pédophiles dans l'Église. Et bon, c'est l'Église elle-même catholique qui est une de ces cadres au fond qui a recueilli le premier témoignage, ce qui m'a fait considérer que sans doute c'était vrai toute cette affaire. Voilà. Bon, l'abbé Pierre est mort. On va conclure sur ce sujet. Il ne peut pas. Difficulté du contradictoire. Du coup. C'est ça. Il n'y a pas de contradictoire, mais on a essayé de le faire de façon à peu près équilibrée. Dans Mettez-vous d'accord. Vous revenez tous les quatre dans un instant pour la suite de Mettez-vous d'accord. On va parler politique. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier. On va pas perdre nos bonnes habitudes et là on va parler politique. Alors en même temps vous me direz que l'actualité là nous sert et que on pensait que ce mois de juillet serait plus soft. Eh ben non, on est en plein dans un feuilleton politique d'instabilité. Vous disiez tout à l'heure, Geneviève Götzinger, une de nos 4 débattrices et débatteurs ici ce matin, que finalement ça dure trop. Mais enfin bon, ça dure. En Allemagne ça peut durer 2 mois avant qu'une coalition se mette d'accord. En Belgique c'est plus d'1 an. Enfin donc c'est pas si dur que ça. Le parlementarisme il ramène à un autre temps politique. Ce n'est pas notre culture politique. Nous, on a une... Elle évolue. Oui, mais alors ça évolue vers une tripartition, alors qu'on a des institutions de la Ve République qui sont faites pour la bipolarisation. Ça ne peut pas marcher avec 3 blocs. On va voir si ça peut pas marcher. Parce que moi, je n'y crois pas. Alors, je vous représente tous les 4 rapidement. Geneviève Götzinger, on vient de l'entendre, donc journaliste, communicante. Florian Gérard-Mercier, vous êtes le directeur des études du Millénaire, un think tank gaulliste. Jean-Luc Benamias, écolo, proche du nouveau Front Populaire, et puis Christelle Niasme, conseillère municipale LR de Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, donc tous fondés à parler politique. Jean-Luc Benamias, vous devez être content, parce que ça y est, tout de même, il y a un petit signal. D'abord, le nouveau Front Populaire, dont on dit il va exploser, n'explose toujours pas. Ici, tout le monde se tient, par la barbichette, d'accord, mais enfin, tout le monde se tient. Et là, ça y est, il y a au moins un candidat commun au perchoir aujourd'hui, c'est le communiste André Chassaigne, dont tout le monde reconnaît les qualités d'homme respectueux. Donc, ça vous satisfait ce perchoir? C'est le signe que déjà il y a un travail qui devrait aboutir sur Matignon? Ce qui est intéressant dans la situation, c'est ce soit justement un communiste qui fasse l'union du nouveau Front Populaire. Pourquoi? C'est-à-dire que j'ai rien contre, moi, parce que je connais André Chassaigne, c'est un type aimable, qui issu du terrain, du terroir, de la France profonde, on va dire ça comme ça, et c'est très bien. Qui a dans l'Assemblée nationale, au-delà même du nouveau Front Populaire, on verra comment ça va se passer, mais il pourrait même avoir des voix qui viennent d'ailleurs, que du nouveau Front Populaire, parce que il est aimable, poli, respectueux, voilà, c'est ça, et il connaît les règles. Depuis 2002, il est élu, donc il connaît tout ça. Voilà, à ce niveau-là, c'est plutôt rassurant. Après, est-ce que le nouveau Front Populaire, tout le monde l'a rappelé, majorité relative, enfin arrivé en tête, certes, mais voilà. Moi, je crois, Geneviève, par exemple, que il y a pas de surprise pour moi. La Ve République, je le dis souvent sur cette antenne, elle est en fin de vie depuis assez longtemps, parce que ce système que De Gaulle avait mis en place et que Mitterrand avait extrêmement bien utilisé, depuis les autres présidents étant
en délicatesse. Et là, on arrive à la fin de ce système. Il faut qu'on apprenne, Thierry, tu l'as rappelé, d'autres pays européens, notamment l'Allemagne, c'est même 3 mois qu'ils mettent en discussion quasiment publique pour voir quel est l'accord qu'ils vont faire. Donc il n'y a pas de surprise pour moi par rapport à ça. Oui, donc ça vous gêne pas que le Front populaire se mette toujours pas d'accord au fond. Vous trouvez ça normal? Si, ça me gêne dans le sens où on a du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre quelles sont les oppositions réelles, notamment avec une partie de la France Insoumise, une partie avec Jean-Luc Mélenchon. Quelles sont les oppositions réelles? Voilà, je crois que je connais assez bien ce milieu. C'est une opposition de stratégie politique. Sans doute, mais la stratégie, je ne la comprends pas. Se mettre d'accord. Ça, je ne peux pas y croire. Parce que derrière, il y a quand même l'élection présidentielle. Non, mais c'est loin l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer pendant? Fausse naïveté de votre part, là. Non, je suis pas naïf du tout, ça, vous le savez. Simplement. Mais Mélenchon et Le Pen, dans les deux cas, ils tablent sur 2027. Alors, je vais aller jusqu'au bout. Oui, allez-y. Il faut que la France insoumise apprenne à voir la réalité en face, que les gauches, les écologistes, tout ça c'est multiple, c'est diversifié, et que donc le partage doit exister, et que l'élection présidentielle, la dernière en 2022, ne sera pas celle de 2027, et qu'entre-temps, il faut bien que le pays soit géré. Et soit géré sur tous les problématiques dont on a déjà discuté depuis le début de cette émission, notamment sur la dette, notamment sur la pauvreté, notamment sur les salaires moyens, sur l'ensemble des gens qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. La moitié de la population en France, dès le 15 du mois, se pose des questions sur savoir comment finir le mois. C'est bien, on revient sur la question des impôts et de la pression fiscale. Florian Gérard-Mercier, vous êtes d'accord avec cette idée que la constitution de la 5e est usée, finie, morte? Absolument pas. Alors là, pour le coup, en plus dans l'argumentaire, j'ai pas compris, à aucun moment il y a un argument pour dire que c'est le symptôme d'un dysfonctionnement de la constitution de la 5e. Au contraire. Quand même, elle est arrivée dans une situation jamais vue pour le gaulliste que vous êtes même jeune, vous avez de la mémoire, vous avez étudié l'histoire, vous voyez bien que ce tripartisme, ces 3 blocs, ça n'a jamais existé. Dans la 5e, non, mais c'est pas l'essence de la 5e n'est pas un bipartisme. Et puis d'ailleurs, il y avait beaucoup de partis avant aussi. Donc, je veux dire, des majorités relatives, il y en a déjà eu avant. Il y a même eu des cohabitations. À l'époque aussi, on avait dit, oulala, c'est la première fois qu'il y a ça. La 5e a pas été faite pour ça. 86, qu'est-ce qui va se 93, passer? Oui. 97. Donc non, au contraire, les institutions ont fait la preuve de leur solidité, de leur adaptabilité aux différentes situations. Et là, aujourd'hui, les institutions, honnêtement, et la Constitution est très claire. La balle est dans le camp du Parlement. Et le fait que le NFP ne se mette pas d'accord, en fait, c'est uniquement leur propre problème. Alors, et juste dernier point peut-être. Se mettre d'accord. Oui, et dernier point peut-être, quand je vois aujourd'hui une mobilisation quand même dans la rue à l'appel de l'extrême gauche pour une alternative démocratique. Alors, il faudrait quand même qu'on m'explique ce que c'est qu'une alternative démocratique. Parlons de ça. On va être appelé par des manifestations dans la rue. Donc ça quand même rappelle des heures sombres de l'histoire. Je fais un petit rappel factuel pour que nos auditeurs sachent bien de quoi on parle. À Paris au moins, mais dans toute une série de villes de province, 80 devant les préfectures, y compris en région. Exactement. La CGT et la France Insoumise notamment, mais pas que, appellent à des manifestations pour faire pression sur le Parlement. Et ça, vous dénoncez ça, Florian Gérard-Mercier? C'est un pour moi, c'est le symptôme d'un anti-parlementarisme de LFI et de certains corps qui est très dangereux. C'est ce qui a pu conduire à des régimes autoritaires. Le nazisme en est un, le bolchevisme en est un autre. C'était les mêmes mécaniques. Le fait d'aller, j'imagine que ça fait réagir, mais c'est quand même les mêmes mécaniques d'aller manifester dans la rue pour une alternative démocratique. Donc, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, ça veut dire, on veut pas du Parlement et c'est pas correct. Franchement, Jean-Luc Benamias, est-ce que c'est démocratique? Est-ce que c'est légitime? Et est-ce que tout simplement, c'est le rôle des syndicats d'appeler à une manif le jour de la rentrée du Parlement? D'une part, dire que la CGT est d'extrême gauche, alors je sais pas où on est là, que la CGT soit de gauche, c'est une évidence, d'extrême gauche, c'est pas du tout évident. D'autre part, ces manifestations, comme je les comprends moi, sont des manifestations pour dire « Oh nous, vos fronts populaires, mettez-vous d'accord rapidement. » Et on verra si ça marche. C'est pas obligatoire que ça marche, mais on verra si ça marche. Mais dans ce cas-là, qu'ils aillent manifester devant le siège des partis du NFP et pas devant les préfectures.
Ni devant l'Assemblée nationale, parce que c'est ce qu'ils voulaient faire. Alors, ce sera à République. Ça a été interdit devant l'Assemblée nationale, mais place de la République. Mais quand même. Là, c'est pas tellement étonnant. Hein. Rappelez-vous qu'il y a les Jeux Olympiques à la place de la Concorde. Ils n'ont pas encore eu lieu. Alors, Christelle Nias. Déjà, c'est une boutade que je faisais tout à l'heure en antenne, mais déjà, je pensais que l'essence des syndicats, c'était de défendre les gens qui travaillent. J'ai du mal à comprendre comment les syndicats peuvent faire des appels pour revenir ou tenter d'imposer par la force eh bien une décision qui doit être prise en chambre, parce que les votes démocratiques a déjà été exprimé. Les Français se sont exprimés. Ils n'ont pas donné de majorité. C'est un signe. Hein, donc ils se sont exprimés. Ils ont dit les choses. Et maintenant, cette décision doit être prise par les députés. Quel est l'objectif ? D'imposer par la force. Il y a un débat entre les syndicats. Il n'y a aucune imposition par la force. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est une pression physique. C'est quand même une pression physique et donc une pression psychologique. Sur les élus, bien sûr. Sur des élus du peuple qui sont en train de se réunir pour la première fois de cette session parlementaire. Faites ce qu'on vous demande, sinon quoi? C'est pas terrible quand même. Voilà, moi ça me fait quand même penser à 1934, à la question des ligues. J'aime pas trop. C'était l'extrême droite, hein, à l'époque. Oui, à l'époque, 6 février 34, qui ont attaqué l'Assemblée nationale. Absolument. Bon là, il n'est pas question de l'attaquer, mais c'est une pression psychologique et c'est une pression physique. Ça me plaît pas. Ça correspond pas à ma conception. Ça correspond pas à ma conception du fonctionnement de notre démocratie, qui a besoin d'apaisement. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que les Français ont dit lors du deuxième tour des élections législatives. Une volonté d'apaisement et une volonté de trouver une solution à cette crise. Alors, c'est notamment Sophie Binet, la patronne de la CGT, qui appelle à ces manifestations. Elle n'est pas du tout en accord avec la secrétaire générale, sa consoeur, patronne de la CFDT, Maryse Léon, qui a assuré hier que son organisation n'appellerait jamais à une mobilisation pour faire pression sur l'Assemblée nationale. Vous voyez, il y a un débat entre les syndicats. Mais bien évidemment. La démocratie, elle s'est déjà exercée. Elle s'est exercée dans les conditions qu'on connaît, même avec toutes les difficultés que ça crée aujourd'hui. On est dans une période d'instabilité, d'incertitude. Les Français, et vous le disiez très bien, ils réclament effectivement de la stabilité, des réponses. Je trouve ça extrêmement arrogant. De vouloir imposer par la force un fonctionnement au sein de notre Assemblée, alors que ce que les gens ont dit clairement, ils ont en dehors du on a voté pour, on a voté contre, ils ont dit on a des problématiques sur les questions de pouvoir d'achat et on est très inquiet sur les questions de sécurité. Les questions, elles sont entières, elles sont là, elles sont même très prégnantes au regard de l'actualité. On le voit aujourd'hui sur les questions de sécurité, on est en plein dedans. Et quand on va arriver à la rentrée, là, comme ils sont incapables de se mettre d'accord, on va encore y être. Donc il y a urgence à réagir, et au-delà du dogme parce que là c'est de la guerre de pouvoir, c'est de la guerre de personnes. C'est de la guerre de personnes, plutôt que de s'intéresser aux problématiques des Français qui ont toujours les mêmes interrogations. Jean-Luc, pour conclure sur ce sujet, vous êtes pas un peu gêné parce que vous voyez bien quand même la critique en faction, enfin en côté factieux un peu, c'est-à-dire que j'essaye de forcer le choix démocratique, d'aller un peu plus vite, d'aller un peu plus loin et d'aller dans le sens qui est le mien, quoi, parce que je suis dans la rue. Non, je vois pas ça du tout. Je pense que ces manifestations vont être extrêmement calmes parce que c'est dans l'air du temps à ce niveau-là. Que certains syndicats, parce qu'il n'y a pas que la CGT, il y a la FSU, il y a le syndicat solidaire, voilà, et que moi j'admire l'ensemble syndical français, et je crois pas qu'il y ait tant d'opposition que ça entre Maryse Léon de la CFDT et Sophie Binet. Après, les rôles des syndicats sont différents, leurs façons de faire sont différentes. Mais qu'on ait besoin, à un moment donné, et je le redis, ces manifestations, pour moi, ont un rôle interne au niveau Front populaire. Elles n'ont pas un rôle pour déstabiliser l'État. Ouais, donc c'est un débat interne qui s'exprime dans la rue, quoi, au fond. C'est-à-dire, pourquoi pas, et devant nos préfectures. C'est la pride, en quelque sorte, des syndicats et de la gauche qui se dit, on se parle entre nous dans la rue. C'est bien d'utiliser le mot pride, c'est parfait. La fierté, version française, oui, du terme. Allez, on vous retrouve tous les quatre pour le dernier de nos débats de Mettez-vous d'accord ce matin. Et vous êtes sur Sud Radio, on est en direct. Très bonne matinée à tous et à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Thierry Guerrier.
Avec nos 4 débattrices et débatteurs pour ce Mettez-vous d'accord, c'est notre dernier quart d'heure avant les JO dans tous leurs états avec Joseph Ruiz à partir de midi après les infos. Et là, je vais vous lancer un défi. Alors, Christelle Niasme, LR, Geneviève Götzinger, journaliste, Florian Gérard Mercier, gaulliste, et puis Jean-Luc Benamias, proche du nouveau Front Populaire. Le défi, c'est que vous, allez, dites-nous, mouillez-vous un peu dans les 6 candidats présents ce matin au perchoir. Hein, ça devrait se décider d'ici avec les 3 tours à ce soir, tard, peut-être dans la nuit, peut-être demain matin. 6 candidats, un communiste pour le nouveau Front Populaire, André Chassaigne, Yael Braun-Pivet, la macroniste critique tout de même, qui est candidate, Naïma Mouchou qui est présentée par Horizon, donc Édouard Philippe, une partie de la majorité, là il y a déjà une division, Charles-Édouard Courson, Charles de Courson qui a été lui aussi un parlementaire depuis de nombreuses années, qui connaît bien les arcanes du budget, présenté par le groupe Lyot, donc un groupe centriste un petit peu qui est pas très puissant. Philippe Juvin, présenté par les LR, député des Hauts-de-Seine, médecin, grand médecin urgentiste bien connu, et puis Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. Alors, je vous en prie, mouillez-vous. Bon, pas beaucoup de surprises, Jean-Luc Benamias. Votre candidat, c'est qui ? C'est André Chassaigne, mais je reviendrai après sur les compositions qui pourraient arriver. Ah, très bien. Alors, Christelle Niasme, sans surprise, mon candidat Philippe Juvin, mais après, dans les profils, ce qui m'intéresse dans son profil, au-delà de l'adhésion, on va dire, c'est vraiment exactement, c'est ça. On est sur une personnalité qui a été élue locale, conseiller départemental, de la Garenne-Colombe, tout à fait, conseiller régional, député européen. Donc il y a un vrai parcours de terrain et qui continue à justement avoir cet engagement local il est, comme on dit, macro-compatible, c'est-à-dire qu'au fond c'est peut-être un signal des LR de l'avoir choisi lui ou désigné lui, parce que c'est une façon de dire on pourrait peut-être demain discuter avec le bloc central. Alors bien que, je partage pas forcément tout le fonctionnement avec la majorité présidentielle, mais sur ce nouveau gouvernement qui va se composer, il va falloir faire preuve de beaucoup d'intelligence et de consensus, travailler de la branche très à droite jusqu'à très à gauche. Donc je pense qu'il faut quelqu'un qui soit consensuel, qui ait de l'intelligence humaine au-delà d'intelligence